L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de football avec le bon retour du GF38 en Ligue 2. On va planer dans les airs avec un champion de France d'aéromodélisme et feuilleter l'éphéméride 2019 du dessinateur Clé de 12. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pierre Rondel, champion de France d'aéromodélisme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec votre spécialité, le planeur. Derrière vous, vous nous expliquerez tout à l'heure comment ça marche. À côté de vous, Jacques Sarda, alias Clé de 12. Voilà, moi je suis venu pour parler d'aéromodélisme. Je savais bien que t'avais... Le GF38 parlera de Clé de 12. Et voilà, on s'est vu avant et en fin de compte, on voulait te faire une surprise. Ça va être complètement interactif. Un concept d'émission. Te faire parler de foot, moi je serais assez curieux de t'entendre sur ce domaine. En tout cas, tu es venu avec tes crayons. Tu connais bien les lieux. Hein, tu es de l'aventure de Télé Grenoble depuis la création il y a 13 ans. Ah, bah, c'est moi qui ai monté les moellons. Exactement. Il faudra les démonter. On va passer avec du matériel plus écolo. Et tu nous parleras notamment de la fameuse éphéméride que le monde entier nous envie, mais qui reste à Grenoble et qui sera disponible dans les jours qui viennent. Voilà. Deux autres invités, un duo d'entraîneurs. Bonjour à tous les deux. Les entraîneurs qui ont pris les commandes du GF38 cette saison. Philippe Inberger et Francis de Persin. On a une autre équipe sur ce plateau, vous ne la voyez pas, mais on la devine, on l'entend, c'est l'équipe de l'entrepôt du bricolage qui est partenaire de cette émission et qui est venue voir de plus près comment se passait l'enregistrement d'une émission. On parle souvent, Philippe, de la solitude d'un entraîneur. En fait, là, aujourd'hui, vous êtes à deux. C'est un travail d'équipe, l'entraînement. Tout à fait, on est plus que deux. Hein. On est un binôme d'entraîneurs plus axé sur l'aspect technique, tactique, etc. On a aussi deux préparateurs physiques avec nous, Mika et puis Mathieu, et également un entraîneur des gardiens, qui est spécifique gardien. Donc on est en permanence 5 autour de l'équipe pro, plus un intendant, plus 3 kinés et 2 médecins. Bon. Donc je ne suis pas seul. Ça fait presque 11 personnes dans le staff. Francis, comment vous répartissez les rôles justement entre vous deux Philippe est l'entraîneur en titre, vous êtes son adjoint, vous avez chacun des spécialités? C'est une relation de confiance avant tout. Philippe me délègue pas mal de tâches. Pour le coup, moi, je m'occupe surtout de la partie, on va dire, technique. Avec Philippe, on se concerte pour tout ce qui est la partie tactique. Et après, Philippe me laisse animer certaines séances, certains moments de la séance. Et après, voilà, il y a beaucoup d'échanges entre nous, beaucoup d'échanges avec aussi le reste du staff pour faire en sorte que le garçon s'exprime le mieux le week-end. Vous êtes un binôme, mais vous n'avez pas forcément travaillé ensemble par le passé. Je crois que vous êtes croisés dans votre carrière, mais il n'y a pas une grande expérience de travail en commun. Non, on a travaillé ensemble en saison 2014-2015 à l'US Créteil, Lusitanos, en Ligue 2 aussi. Et bon, mon aventure a duré jusqu'au mois de novembre seulement, fin novembre, avec une piteuse élimination en Coupe de France sur laquelle j'ai fait mes valises. Et donc, du coup, avec Francis, on s'est quand même croisés 5 mois et notre collaboration était sympathique et performante. Donc, c'était tout naturellement qu'en arrivant ici, j'avais la possibilité d'avoir un adjoint. Donc, j'ai sollicité Francis, qui a débarqué comme ça du jour au lendemain à Grenoble. Alors, vous parlez de la dure loi du sport, notamment pour les entraîneurs, quand les résultats ne sont pas là. En général, c'est l'entraîneur qui trinque. Et souvent, c'est son adjoint qui le remplace. Vous êtes préparé à cette éventualité-là, Francis, de remplacer Philippe? Écoutez, comme l'a dit Philippe par le passé, à Créteil notamment, j'ai eu le bonheur de travailler avec Philippe, parce que c'est vrai que ça a vraiment été un coup de cœur. Et on a travaillé, comme l'a dit Philippe, pendant 5 mois. Malheureusement, Philippe a été débarqué et le club de Créteil, le président, m'a demandé de faire l'intérim, ce que j'ai fait pendant quelques semaines. Mais là, à Grenoble, si ça devait être à refaire, je ne pense pas que je le referai. Je suis une personne fidèle et je suis venu par l'intermédiaire de Philippe. Et voilà, si
si ça devait se représenter, je resterai auprès de Philippe. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Donc mais pour l'instant, tout se passe bien. On n'en est pas là, mais ça va vite dans le football. Vous êtes d'ailleurs arrivés tous les deux dans un contexte un peu particulier, puisque vous avez remplacé un entraîneur qui, lui, avait aussi des bons résultats, qui avait fait monter 2 fois de suite le club. Ça met un peu plus de pression quand on remplace quelqu'un qui est en réussite, plutôt que quand on vient sur un échec où, entre guillemets, on a moins de choses à perdre. Ça peut être surprenant et bon, il peut y avoir de l'incompréhension de la part de quelques garçons, sachant qu'un vestiaire, vous savez, à peu près moitié du vestiaire joue, l'autre ne joue pas. Donc déjà, ceux qui ne jouent pas sont un peu moins fait et cause pour l'entraîneur. Et puis surtout, le footballeur professionnel en particulier se met à la disposition de son entraîneur. C'est comme quand on a débarqué en cours de saison. Je veux dire, du jour au lendemain, même si on a des attaches, des liens avec son entraîneur, même si on est titulaire, etc. Quand le coach est débarqué, qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive, le joueur, son objectif, c'est toujours d'être performant. Donc il se met à la disposition du joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'en arrivant dès la première minute, on n'a jamais senti quelconque animosité au niveau du groupe de joueurs. Et puis vous savez, après, c'est la vie des entraîneurs, d'aller, de venir, de partir, d'arriver, de remplacer quelqu'un. Donc il ne faut pas trop se poser de questions. Francis, qui décide de la composition de l'équipe pour chaque match? Parce que ça, c'est un choix toujours stratégique et un peu cruel aussi pour ceux qui ne jouent pas. Alors, forcément, c'est le coach qui décide, qui a toujours forcément le dernier mot. Après, l'avantage avec Philippe, c'est que c'est une personne avec laquelle on a une facilité d'échange. Et toute la semaine, on discute avec le reste du staff justement sur la composition d'équipe, la meilleure équipe à aligner. Et après, Philippe, forcément, fait le dernier choix. Vous avez un petit privilège pendant les matchs, Francis. Si j'en crois les images qu'on a sous les yeux, c'est que vous avez le droit d'être assis alors que Philippe est debout, hein. Logiquement, il y a une seule personne qui se lève, donc en général, c'est toléré. On n'a pas le droit d'être debout à deux. Très, très surveillé par le 4e arbitre et le délégué, donc voilà, on peut avoir une personne différente. En général, le problème, c'est pas tellement de se lever, c'est que quand vous êtes assis, vous voyez rien, quoi. On n'a aucune profondeur. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au rugby, ils se mettent dans les tribunes, même. Ouais. Maintenant, les nouveaux stades de foot font aussi les coachs un petit peu surélevés dans les premières places des tribunes, et c'est bien plus intelligent. Et on trouve encore des stades comme à Marseille ou à Nîmes, quand même de Ligue 1, où non seulement on est assis, mais en plus on est enterré. Donc on a la tête à peu près au niveau du gazon, c'est-à-dire qu'à partir de 20 mètres, vous n'avez plus aucune profondeur. Vous n'avez pas le droit de monter en tribune? Si. Alors ce qui se fait aussi, c'est qu'on peut très bien envoyer quelqu'un du staff ou Francis, par exemple, sur la première mi-temps en tribune. Mais bon, après, il faut pouvoir communiquer, parce que les moyens de communication dans le foot sont interdits aussi. Ce qui n'est pas le cas en rugby non plus, mais au foot, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour avoir une vue d'ensemble plus importante. Alors, en tout cas, votre duo, même s'il est récent à Grenoble, il fonctionne très bien. GF38 a réussi son retour en Ligue 2 après 7 ans d'absence. Le maintien, qui est souvent l'objectif des promus, il est pratiquement acquis. Il reste 3 victoires pour rentrer à peu près dans les points, alors qu'on n'a pas fini la première moitié de saison. Vous attendiez à un aussi bon départ ? On ne s'attendait à rien, à vrai dire, parce que franchement, moi, quand je suis arrivé, l'équipe de Grenoble, qui vient de, je rappelle, la 5e division, c'est-à-dire du CFA2, avec quelques années en CFA et en national. Donc, je veux dire, c'est un groupe de joueurs que je ne connaissais pas du tout. Il a fallu que je regarde quelques matchs, notamment les barrages, etc., pour avoir une vision un petit peu plus précise et bien aidé aussi par Max Marty, le manager du club. On a pu réaliser le recrutement qu'on voulait pour amener un petit peu d'expérience dans cette équipe. Mais en redécouvrant le football professionnel, en tout cas la Ligue 2, c'était inopportun et certainement prétentieux d'annoncer autre chose que le maintien. Donc évidemment maintenant, après 15 journées, parce que tout le monde nous dit qu'on fait un bon début de championnat, on est bientôt quand même à la moitié, donc le début de championnat est déjà derrière nous. Et on est très très heureux d'avoir aujourd'hui 27 points, on est en avance ou pas, j'en sais rien, en tout cas on les a pas volés, on les a. Francis, c'est quoi les ingrédients de la réussite? Qu'est-ce qui fait que ça va prendre dans une équipe? Écoutez, quand on est arrivé ici, on s'est aperçu très très vite qu'il y avait un effectif de joueurs où il se dégageait beaucoup d'humilité. Il y avait justement une envie de réussir, une envie de travailler. Avec Philippe, on a fait en sorte d'apporter notre touche. Philippe est un entraîneur qui aime voir son équipe jouer, qui aime voir son équipe scorer. Et les garçons, dès les matchs de préparation, ont adhéré au discours de Philippe. Et ce qui facilite notre tâche aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez dit au début d'émission,
On a eu la chance de faire un début de championnat qui nous sourit. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile pour faire passer des messages. Alors, je crois que le groupe vit bien aussi en interne. C'est important, la cohésion dans une équipe de football. Il y a quelques jours, d'ailleurs, votre anniversaire a été fêté par les joueurs dans une ambiance plutôt décontractée. Ben oui, parce qu'il y a... vous savez, dans le sport et dans le foot en particulier, on est souvent tendu par les mauvais résultats, par la pression de l'environnement, etc. Donc, de temps en temps, il faut laisser un peu d'air s'échapper et il faut profiter des bons moments. Voilà. Et les bons moments pour nous, c'est de temps en temps de se retrouver avec nos joueurs. Ça nous arrive très rarement. Bon, là, c'était mon anniversaire, c'était aussi une bonne excuse. Voilà. Mais bon, globalement, autrement, on respecte chacun quand même sa dimension. Je suis entraîneur, je ne me mêle pas avec mes joueurs, je ne vais pas manger avec. Je ne suis pas leur ami, je suis simplement leur guide, celui qui peut éventuellement les amener quelque part et aller quelque part avec eux. Alors, l'équipe aujourd'hui est dans le top 5 du classement de Ligue 2. Hein. Il y aura 5 places d'ailleurs qualificatives pour jouer les playoffs et la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Vous avez fait un bon résultat à Lens, l'un des favoris de la poule, le plus gros budget, 0-0. J'imagine qu'on doit commencer à vous parler de cette montée. Grenoble est monté 2 années de suite. Est-ce que 3 montées en 3 ans, ça vous parle dans l'histoire du foot français? Vous avez déjà des exemples un peu similaires? Peut-être, je n'ai pas regardé. Moi, j'en ai pas trouvé. Mais voilà, je ne pense pas non plus. 2 montées, ça s'est fait. 3 montées, c'est très rare. Mais je le répète, alors nous, on n'a pas vocation à s'enflammer. Oui, mais j'imagine qu'on vous en parle autour de vous. Bien sûr, tout le monde nous en parle maintenant qu'on révise nos objectifs, etc. Bon, écoutez, il nous reste 4 matchs avant la trêve. Si on arrive à en gagner quelques-uns d'ici là, on sera très très bien classé simplement pour la poule retour. Et ce que j'ai dit aux joueurs pas plus tard qu'hier après-midi à la reprise, c'est que notre objectif, c'est justement de ne pas gâcher ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc continuer dans cette dynamique qui est la nôtre, parce que c'est un club, le GF38, qui a une grosse dynamique de 2 montées consécutives. C'est pour ça aussi que le groupe est très très fort. Mais voilà. Il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire. Beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, une équipe généreuse. Le jour où on perdra ça, on aura beaucoup moins de résultats. Donc pour l'instant, contentons-nous de ça. On a un gros morceau qui arrive dès samedi, c'est le FC Metz. Et ça sera pour nous un deuxième test très intéressant après le match de Lens. Ouais, Metz, qui est le leader et l'un des favoris à la montée. Si effectivement le GF38 s'impose à domicile, je pense qu'on va vous en parler encore un peu plus de cette potentiel objectif de montée. C'est un match particulier pour vous aussi, Philippe. Metz, vous avez fait toute votre carrière de joueur, près de 500 matchs, plus de 70 buts, 15 ans en première division. Ça n'existe plus dans le foot d'aujourd'hui, des joueurs qui sont fidèles comme ça à leur club de formation. Ça existe moins. Il y en avait quelques-uns. Il y avait Jean-Luc Ettori, il y avait Claude Puel. Oui, mais ça, c'était déjà l'ancienne génération. Aujourd'hui, on a l'impression que passer sa vie dans le même club, c'est utopique. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs, à partir de 15 ans, 16 ans, ils ont un agent. Donc l'agent, lui, bien comprendre que lui, il gagne sa vie sur les mouvements de joueurs, sur les contrats signés, sur les transferts, etc. Donc aujourd'hui, quand vous recrutez un joueur pour 2 ans, vous savez qu'il est là globalement chez vous pour 6 mois. Parce que même au mercato d'hiver, au mois de décembre, au mois de janvier, le joueur peut partir. Donc on invente encore des trucs pour que les joueurs soient encore plus mobiles, ce qui est quand même incroyable. Et on fait la force des gros clubs qui ont les moyens de pouvoir se payer ça, et puis et la force des agents aussi. Mais voilà, donc après pour moi, comme vous l'avez dit, c'est forcément un match particulier, puisqu'il y a encore quasiment 1 an, jour pour jour, j'étais l'entraîneur du FC Metz. Mais bon, vous savez, c'est tellement... voilà, je suis passé à autre chose, et aujourd'hui, je suis concentré complètement sur le GF38, mais simplement, ça ne sera pas, si jamais ça se passe bien, une fierté d'avoir battu le FC Metz, mais un grand bonheur de battre le leader. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les grandes époques de Metz il y a quelques années, vous avez battu Barcelone à Barcelone en Coupe d'Europe 4-1. Il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui ont ça sur leur palmarès. J'imagine que vous avez encore ce souvenir en tête. Oui, ça arrivait après la victoire en Coupe de France en 84. Donc après, on était battu Barcelone. comme quoi, toutes les remontades. À l'époque, Metz était plus fort que le PSG. Alors qu'on avait perdu 4-2 à domicile quand même, à Metz. Donc on a été gagné 4-1. Donc sur la bascule des matchs aller-retour, si vous savez calculer, ça nous a suffi pour passer. C'est vrai que c'était un exploit quand même très très important dans le football français. Voilà. Mais nos faits d'armes resteront quand même les 2 Coupes de France, 84-88. Ah ben justement, je vais voir si vous avez bonne mémoire par rapport à ces Coupes de France. Est-ce que vous pouvez me commenter la photo qui s'affiche là ? Est-ce que ça vous parle, cette photo ? Ça, je crois que c'est soit dans le collège de mon père ou dans l'école de ma mère. Voilà, c'est dans l'école de votre mère et vous êtes là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Oui, je vois la coupe de cheveux là-haut. Voilà, il y a la coupe de cheveux et il y a la coupe de France. Et ma maman juste à côté, voilà. Et il y a la coupe de France 84 que vous étiez venu présenter à des écoliers de la région de Metz. Je crois que votre maman était maîtresse d'école. Vous avez failli d'ailleurs suivre cette voie. Hein. À vrai dire, je n'ai pas failli puisque j'ai fait l'école normale instituteur après mon bac et j'ai fait 31 ans de disponibilité de l'éducation
sélection nationale. Et il y a 2 ans, ils ont quand même réussi à en ratier. Donc je ne fais plus partie de la grande maison. Donc vous n'êtes plus professeur des écoles officiellement? Non, j'ai jamais été, du coup, un tout petit peu juste pour me faire titulariser. Et puis après, je suis parti dans les footballeurs sont moins turbulents, vous avez. C'est peut-être plus facile de driver une classe de footballeurs qu'une classe de... Quoiqu'à l'époque, en 84, c'était assez calme. Oui, c'est vrai. Mais vous avez un sacré dossier, ce serait sympa de garder la photo là. Ah mais on la donnera à Philippe. On a des enquêteurs au sein de Télé Grenoble qui vont chercher loin, parce que celle-là, il faut aller la chercher. Metz, donc ce sera 14h ce samedi, Francis. Sur une nouvelle pelouse, elle a été posée il y a quelques jours sur le Stade des Alpes. Ça va changer quelque chose pour le club, pour l'équipe? C'est un sacré tournant. Parce que c'est vrai que la pelouse du Stade des Alpes était souvent décriée par le passé, étant donné qu'elle était partagée avec le rugby. C'est vrai que pour pratiquer du football à haut niveau, c'est quand même mieux d'avoir une belle pelouse. Là, on va avoir l'avantage à partir de samedi de jouer sur une belle pelouse. À nous de faire en sorte de poursuivre nos bons résultats sur cette belle pelouse. Ah ben voilà, il vous a tendu la balle. À vous de faire en sorte que pour l'inauguration de cette nouvelle pelouse, avec un peu de synthétique, mais qui reste quand même du gazon naturel, le GF38 batte l'équipe de Metz. Synthétique est tout en dessous. Hein. Oui, pas sur le dessus. On joue que sur du gazon. Est-ce qu'à l'école, vous étiez bon au lancer d'avion en papier, tous les deux? Là, j'ai essayé dernièrement dans la tribune à Lyon, quand j'étais voir un match avec le président, Lyon-Nice. Mon avion faisait à peu près 1 mètre, donc non, il y avait un problème. Bon, je ne sais pas si Pierre était doué sur les avions en papier. Alors non, mais par contre, j'avais eu 17 au bac au lancer de javelot, parce que justement, le geste est similaire, et donc ça avait aidé pour avoir quelques points pour le bac. Bon, donc vous étiez déjà à peu près destiné à devenir un champion d'aéromodélisme. Vous êtes venu avec votre outil de travail derrière nous. Si on peut dire. Un planeur qui fait à peu près quoi, 3 mètres 3 mètres d'envergure, 2,2 kg en ordre de vol à vide, et on double le poids quand il y a du vent pour aller plus vite, puisque le but du jeu, c'est de voler vite. Alors, il n'y a pas de moteur sur ce planeur. Il n'y a pas de moteur. Il y a juste une radiocommande qu'on voit ici qui nous permet de diriger le planeur. Et en fait, on utilise le vent qui rencontre un relief, comme les parapentes, comme les deltaplanes. La différence, c'est que nous, on convertit l'altitude en vitesse, puisqu'on reste très proche du sol quand on vole. Là, vous pouvez me le faire fonctionner. Alors, il faut que j'allume, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'allume d'abord l'émetteur, voilà. Et ensuite, je vais me lever pour allumer. Ah, il faut allumer le... Voilà. Alors là, c'est allumé. Vous inquiétez pas, il ne va pas s'envoler. Voilà. Non. Et donc, on voit les gouvernes. Donc, ça, ce sont les ailerons. Vous avez en haut la profondeur pour monter et descendre, la direction pour tourner à plat. Et ensuite, pour atterrir, on a des mixages qui nous permettent de ralentir la vitesse du planeur jusqu'au sol. Et on pose dans l'herbe, il n'y a pas besoin de train d'atterrissage ou quoi que ce soit. Alors, un objet comme celui-là, vous le montez sur place, ça ne se transporte pas comme ça. Alors voilà, c'est ça. En fait, il est montable. Quand on prend l'avion pour aller à des compétitions à l'étranger, on prend des sport tubes, ce sont des caisses pour les surfs qui nous permettent de passer les contrôles sans trop de problèmes. Et oui, donc ça se démonte, les 2 ailes, le stab, et donc ça rentre dans un sac de surf. Alors, votre terrain de jeu, il est aux portes de Grenoble, sur les hauteurs de Briey-en-Gonne. Oui. Un terrain d'entraînement où vous pouvez jouer avec les conditions aérologiques. Alors, oui, c'est pas le terrain idéal pour la catégorie que je pratique, mais c'est un spot quand même exceptionnel, puisqu'il fait face à la vallée de Voiron, et donc du coup, le vent est canalisé, et la probabilité de voler à Briey est excellente. Donc, très beau terrain de jeu. C'est comme pour le parapente, vous êtes obligé de faire avec les conditions aérologiques. On est tributaire des conditions aérologiques, exactement. Donc le vent et éventuellement par-dessus ce qu'on appelle des ascendances, donc c'est des bulles d'air chaud. Les parapentes vont plutôt exploiter les bulles d'air chaud, donc c'est de l'air chaud qui se détache du sol et qui va monter dans l'atmosphère. Nous, on utilise plutôt le vent. Alors on voit des images et la vitesse du planeur qui passe vers le sol. On a l'impression qu'il y a un moteur, qu'il y a des accélérations. C'est simplement le profil de l'aile qui permet de rester en l'air et de voler. Et voilà, là, on voit un atterrissage dans l'herbe. Et on peut monter avec ce genre de planeur à 200 km/h en pointe, sachant que lors des compétitions, sur les chronos, sur 1 km, c'est des moyennes de 140 km/h. Alors les Alpes se prêtent bien à ce genre de discipline. C'est un formidable terrain de jeu, c'est une des raisons pour laquelle je suis venu finir mes études à Grenoble et que je suis resté à Grenoble. J'ai trouvé
on travaille ici. On va surtout dans le Trièves, Valbonnet, le Vercors également, avec des très jolies pentes. Bon, un petit peu réglementé à cause de Natura 2000 et des éco-gardes, mais voilà, comme c'est un loisir respectueux de l'environnement, la cohabitation avec les oiseaux sauvages se passe très bien. Donc du coup, on nous laisse voler sous conditions sur des falaises, par exemple les falaises de Fondure dans le sud Vercors. Alors justement, ce sont les images que l'on va voir. Ce geste de lancer, comme il n'y a pas de moteur, j'imagine qu'il est capital dans Alors ce il est sport. capital, plus les conditions sont petites, donc plus le vent est faible, plus le lancer est capital, puisqu'il va nous permettre de prendre quelques mètres d'altitude, et ces quelques mètres d'altitude vont permettre de lancer la machine pour effectuer l'épreuve qui est une épreuve de vitesse. Donc là, en fait, on voit des lancers sur une falaise. Donc là, on ne voit pas, mais le lanceur est attaché pour des problèmes de sécurité. Ouais, donc il a un baudrier, une corde. Vaut mieux, parce que s'il lâche pas le planeur... Et donc moi, c'est un des sites qui me pose un peu de problème, parce que je suis un petit peu sujet au vertige, et j'ai dû dompter un petit peu mon vertige pour pouvoir aller voler là-bas. Donc je ne suis pas, en général, à 100% de mes capacités quand je vais sur ce site-là. Ah oui, mais c'est tellement exceptionnel que ça vaut vraiment le coup. Ça donne des belles images en plus. On voit effectivement qu'il y avait un petit bout de corde quand même pour oui, tout à fait. assurer les choses. Alors, vous faites de la compétition à très haut niveau depuis plusieurs années. Vous avez plusieurs titres de champion de France. Voilà, j'ai 7 titres de champion de France, 2 Coupes d'Europe, donc, dont la 2018, et 4 championnats du monde depuis que le championnat du monde existe, c'est-à-dire 2012. Et à chaque fois, donc, des médailles par équipe. Cette année, on revient début octobre, donc on est allé en Allemagne, et on revient, l'équipe de France revient avec le bronze. Derrière l'Autriche et l'Allemagne. Et sinon, il y a eu des titres champion du monde par équipe, médaille d'argent en 2016 et un titre en individuel en bronze en 2016 au Danemark. Je crois que c'est les images qu'on va voir. Ça se passe comment une compétition Alors, vous êtes jugé là, voilà, donc on lance le planeur, on a 30 secondes de prise d'altitude. Donc là, j'effectue un pompage parce que simplement rester face au vent ne suffirait pas. Donc on fait un pompage pour prendre le maximum d'altitude en 30 secondes. Et il faut ensuite, avant la fin des 30 secondes, armer le départ, c'est-à-dire franchir la ligne de départ pour démarrer le chronomètre. Et ensuite, on est chronométré sur 10 bases de 100 mètres, donc 1 km. Et donc, c'est une course contre la montre, en fait. Et donc, on passe les uns après les autres. Et celui qui fait le meilleur chrono de la manche marque le maximum de points. Et on additionne les points manche après manche. Et donc, c'est des compétitions qui durent une semaine. Hein. Donc, il faut... mentalement, il faut être endurant. Il faut être endurant. Voilà. Il se crache jamais le planeur ça quand on le voit passer à cette vitesse. Cette année, il y a eu beaucoup de crashs en Allemagne à cause des conditions, des pentes en bord de mer avec des falaises de sable ou avec des turbulences, des rabattants. Donc oui, ça fait partie des risques. Bon, alors ça a inspiré Clé de 12, qui en ce moment focalise un peu sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas si il plane tant que ça, notre président de la République. Hein. C'est un peu normal que ce soit une vedette. Dans les dessins, c'est quand même... on est bouffon, on tape sur le roi. Bon, le foot, 2 entraîneurs à Grenoble, ils ont les moyens. À Monaco, ils en ont 0. Ah, mais il suit quand même l'actualité. Hein. Bon, c'est pas très sympa pour Thierry Henry, qui vient de prendre ses... Je peux te dire que le club qui a monté plus de 3 fois, c'est Nanterre. Ah ouais. Mais c'est en basket. Ah, voilà. Et puis un petit dernier qui a été fait pendant que Francis et Philippe parlaient en duo. Donc effectivement, il n'y a qu'un entraîneur debout. Moi j'ai appris ça, je ne savais pas qu'il y avait un règlement aussi strict dans le foot français. On va finir avec Clé de 12, maintenant qu'il s'est donné du mal pour dessiner. On va parler alors de ton œuvre annuelle. Oui, voilà. J'ai l'édition 2018, j'ai la 2016, j'ai la... il a ressorti les j'ai tout archives. ressorti, la 2010, la 2009, la 2008. La 2006, la plus ancienne, c'est pas sûr que tu ça l'aies, existe parce que, depuis. elle était sortie à vraiment quelques exemplaires. Ah non, alors j'ai pas... C'est ce qui m'a donné l'idée de continuer. Bon, une bonne idée. Hein. Moi, je suis un fan. Je les touche pas. Même, il y en a encore qui ont la petite pochette plastique autour. L'éphéméride 2019 vient de sortir. On l'a là sur notre plateau en exclusivité. Le principe, c'est d'illustrer chaque jour par un dessin. C'est une année d'actu. Voilà. C'est qu'est-ce qui nous reste de l'actu au bout d'un an.
Et donc, pour l'éphéméride 2019, on aura les actus de 2018. Et de se dire que, tiens, certaines choses vont nous paraître assez récentes et puis des choses vont nous paraître... Alors là, je vois que tu as mis des images. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas regarder l'éphéméride. Ne regardez pas les images, les gens qui... Je me suis arrêté au 7 janvier. Fermez les yeux pour ceux qui veulent découvrir jour après jour, parce qu'il y a des gens qui regardent toute l'éphéméride d'un coup, mais c'est 365 dessins, c'est lourd, hein, c'est pire qu'un repas du dimanche. Les gens vraiment ouvrent jour après jour. Alors il y a des gens qui gardent des pages, il y a des gens qui les envoient à des amis. Chacun a sa façon de déguster l'éphéméride. Les gens discutent entre eux au travail ou avec leurs enfants pour parler justement politique, sociale. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes. Bon, je me suis arrêté au 7 janvier, mais ça donne déjà un aperçu du ton. Il y a les dessins et puis il y a les commentaires aussi qui apportent une certaine saveur à ces sujets d'actualité vus par l'œil de Clédou. Ça vous arrive de passer une journée sans dessiner ? Ouf, alors là, je crois pas, parce que je pense qu'il doit y avoir à peu près un crayon dans chaque pièce à la maison. Et voilà, donc non, ouais, pour moi, c'est ma façon de réfléchir aussi. Enfin, c'est aussi une façon d'écouter. Quand j'écoute, vraiment, voilà, j'ai très bien écouté ce qui s'est dit, j'ai dessiné. Voilà, c'est vraiment une façon pour moi. Et là, donc, les dessins qui sont en train de passer à l'écran, ouais, c'est... toutes les années, je fais une petite exposition et là, je vais mettre les dessins que je vais faire pour cette fin d'année parce que pour l'éphéméride 2019, j'ai des mois qui vont sauter. C'est les 3 derniers mois de l'année parce que voilà, je ne peux pas les mettre dans le petit document. Donc, je fais une expo avec. Donc, il va y avoir ces dessins. Et puis, c'est aussi l'occasion justement de rencontrer ces lecteurs parce que l'essentiel, c'est quand même l'important, c'est le terrain. Je reprends les mêmes termes, hein, voilà, c'est la vérité du terrain, voilà, sur lequel on va vraiment s'engager. Alors, j'ai en plus, j'ai pas une nouvelle pelouse, j'ai voilà, des nouveaux stylos, ça va donner. Voilà. Bon, la thématique de cette exposition, on l'a compris, c'est les espèces en voie de disparition. Alors, pas forcément celles auxquelles on pense. Là, j'aime bien celui-là avec pas mal de cynisme hein, sur le Black Friday, la journée de consommation où les SDF ont monter la... Oui, d'ailleurs, ouais, je t'ai envoyé le truc, mais il n'y avait pas la bonne légende en bas, mais parce que là, elle est affichée, puisqu'on doit être, je vais l'afficher dans 1 heure, mais comme on est en différé, elle y est déjà, donc elle est déjà installée. Et c'est vrai que c'était quand même de trouver quelque chose qui reliait le tout, mais j'aimais bien quand même cette phrase sur la planète qui a perdu 60% de ses espèces, je trouvais ça quand même assez fort. Mais bon, je voulais pas faire quelque chose avec des petits oiseaux. Moi, je faisais plutôt des petits humains qui vont disparaître. Voilà, il y a le pigeon jaune. Le pigeon jaune qui est bientôt en voie de disparition. Ouais, si on continue comme ça, le pigeon jaune, il risque de prendre quand même quelques coups. Et voilà, il y a des dessins sur... il y a l'église aussi qui prend quelques coups avec vous hein, sur ce dessin, par exemple. C'est toujours les gens de pouvoir que je vais égratigner. Je vais quand même pas égratigner les petits. Je vais égratigner ceux qui sont en haut. Et pour les gens d'église, mettons, je vais surtout taper sur les mitres. Hein, je ne vais pas taper sur les petites mains. Non, c'est voilà. Il faut toujours taper ce qui a du pouvoir. Bon, le bon chasseur est aussi en voie de disparition. Hein. Vous faites écho au dramatique accident qu'il y a eu pas très loin de chez nous il y a quelques semaines. Vous avez déjà eu des problèmes à la suite d'un dessin? On est venu vous voir, pas content. Oui, un chasseur, un évêque. Oui, il y a eu des fois des gens qui voulaient porter plainte. Mais enfin, les gens souvent ont réagi des fois très fortement sur un dessin. Donc après, quand ils réfléchissent un petit peu, ils se disent que non, il n'y a rien de si méchant que ça, quoi. Il m'est arrivé certaines fois, oui, d'avoir des réactions. Ou alors, ce que j'aime bien, c'est il y a quand même une certaine peur. Quand je fais des directs, des fois, les gens veulent me mettre un modérateur. Je dis, un censeur. Non, pas un censeur, un modérateur. Non, appelons un chat, voilà. Sur quoi il va se baser, ce modérateur? Il a plein de choses dans la tête qui vont le bloquer. Moi aussi, j'ai plein de choses il y a des dessins que je n'ose pas faire, que je fais quand même. Mais voilà, c'est quelle est la limite? Et ça dépend aussi beaucoup avec qui on est. Voilà, moi, je ne vais pas faire des dessins là sur les footballeurs parce qu'ils sont quand même 2, ils sont plus costauds que moi. Donc, tout dépend avec qui on est. On va faire tel ou tel dessin. Voilà, c'est quand même regarder ça. Nous, on aime l'humour de Clédou. Vous pouvez retrouver ça dans l'éphéméride. Un petit dernier pour la route, hein, puisque vous êtes peut-être le seul homme médiatique à ne pas avoir encore de téléphone portable. Le jazzeur déconnecté est aussi en voie de disparition. L'éphéméride, elle est retrouvée dans toutes les bonnes librairies de Grenoble. Oui, puis dédicace, c'est 2 samedis qui vont venir, le 1er décembre à Baie des Fugues et le 8 décembre chez Artaud.
qui sont les 2 seuls magasins où l'éphéméride est en vente, parce que d'un point de vue diffusion, je suis assez restreint. Voilà. C'est 15 €, ça fait 4 centimes le dessin. Seul petit bémol. T'as calculé 4 centimes? Eh ouais, j'ai calculé. Bon, c'était pas très compliqué. Je suis nul. Ouais, tu pourrais monter un petit peu. Là, hein. Oui. T'es loin de la Parce que 40 taxation sur l'essence. centimes, 150 €, 40 centimes, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol avec cette dédicace samedi après-midi à BDFUX, c'est que tu ne pourras pas assister à la victoire du GF38. Voilà, tant pis, tu seras privé. Il faudra que tu regardes en replay ou lundi dans l'émission Sport de Télé Grenoble les buts que je et les ne meilleurs loupe jamais. moments. Bien sûr, je sais très bien que tu es un fidèle. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Merci à notre public qui a été très sage de l'entrepôt du bricolage. Et nous, on se retrouve demain avec notamment 2 actrices du cinéma français, Audrey Lamy et Corinne Massiero. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.